Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne éducative. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence d'apprentissage s'adressant aux apprenants de la 4e année, toutes sections confondues. Le contenu de la présente séquence d'apprentissage s'intéresse à l'étude du déterminisme du cycle utérin, faisant partie du thème 1 de votre programme qui est la reproduction humaine et santé. Les notions auxquelles vous serez initiés sont présentées par Semi Rebah, professeur principal émérite des sciences de la vie et de la terre, et ce sous l'assistance pédagogique de Mme Sondej Bara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. L'intitulé de cette séquence d'apprentissage est le déterminisme du cycle utérin. Mais avant d'étudier avec vous ce déterminisme, je vous rappelle de quelques notions auxquelles vous étiez initiés dans des précédentes séquences d'apprentissage. En fait, le document suivant montre une coupe d'ovaire d'une femme. Cette coupe montre une zone corticale autour d'une zone médulaire centrale. Au niveau de la zone corticale ou cortex, on observe plein de structures, ce sont les follicules. Ces follicules sont à différents stades d'évolution. L'évolution de ces follicules constitue ce qu'on a appelé la folliculogénèse. Donc la question, décrivez les stades de la folliculogénèse. En fait, les follicules primordiaux évoluent en follicules primaires, puis en follicules secondaires. Les follicules secondaires évoluent en follicules tertiaires. La femme produit un seul follicule mûr par cycle. Donc l'évolution d'un follicule primordial en un follicule mûr est la folliculogénèse. Le follicule mûr du cycle, vers le milieu du cycle, expulse un ovocyte 2, c'est l'ovulation. Donc le reste de follicule mûr évolue encore jaune. Donc l'évolution d'un follicule primordial en follicule mûr, l'expulsion de l'ovocyte par le follicule mûr et la transformation de follicules rompus en corps jaune constitue le cycle ovarien. Donc on va s'intéresser de plus près au cycle ovarien. L'activité de l'ovaire est cyclique, c'est-à-dire que les mêmes phénomènes qui s'y déroulent se répètent dans le même ordre à des intervalles de temps réguliers, appelés cycles. La durée moyenne du cycle ovarien est de 28 jours environ. La consigne est la suivante: indiquer le nombre de phases qui constituent le cycle ovarien. Deuxième question, décrivez ces différentes phases. Sur ce schéma, je vais représenter l'évolution des structures ovariennes au cours du cycle sexuel. Et le cycle ovarien chez la femme comporte 3 phases. La première phase est la phase folliculaire, qui dure entre 11 et 16 jours. Au cours de cette phase folliculaire, une dizaine de follicules cavitaires vont évoluer simultanément. Donc, parmi ces 10 follicules cavitaires, un seul évolue en follicule mûr. Les autres dégénèrent. C'est ce qu'on a appelé l'atrésie folliculaire. Le follicule mûr atteint son développement maximal vers le 2e jour du cycle.
Au 14e jour du cycle, pour un cycle de 28 jours, le follicule mûr expulse un ovocyte 2. C'est l'ovulation ou la phase ovulatoire. Le reste de follicules mûrs ou follicules rompus se cicatrise et se transforme en corps jaune. En fait, les cellules de la granulosa et les cellules de la thèque interne se chargent d'un pigment jaune, la lutéine, donnant ainsi le corps jaune. Le corps jaune atteint son développement maximal vers le 21e jour du cycle, au cours de la phase lutéale. Le devenir du corps jaune dépend de la réalisation ou non de la fécondation. En cas de fécondation, le corps jaune se développe et poursuit son activité. Donc le cycle ovarien est suspendu. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune régresse, perd sa couleur et donne un corps blanc. Et un nouveau cycle démarre par des nouvelles menstruations. Je commence tout d'abord par vous parler de l'organisation de l'utérus chez la femme. En fait, la fonction principale de l'utérus est de recevoir et d'héberger l'embryon puis le fœtus. Tout d'abord, on reconnaît l'ovaire, l'oviducte et le vagin. Donc, l'utérus est formé de deux régions anatomiques distinctes. Le col de l'utérus et le col de l'utérus. La paroi de l'utérus est formée de 3 couches. Une tunique séreuse externe, une tunique musculaire épaisse, le myomètre, et un revêtement muqueux interne, l'endomètre. Je vous signale que le col de l'utérus sécrète un mucus qu'on appelle la glaire cervicale. On va s'intéresser plus tard à cette glaire cervicale. Donc je passe à la première activité de cette séquence d'apprentissage. Le sang qui s'écoule du vagin lors de la menstruation et qui marque le début du cycle sexuel provient en fait de l'utérus. Comment l'expliquer? Je vous présente un document qui a été extrait de votre manuel scolaire qui nous montre les modifications de l'utérus au cours du cycle sexuel. Et vous êtes demandé de nommer la structure utérine qui subit des modifications au cours du cycle utérin. En fait, et ça paraît très clair, à partir de ce schéma, la structure qui subit le plus de modifications, c'est la muqueuse utérine ou l'endomètre. Et on va s'intéresser du plus près aux changements qui parviennent au niveau de la muqueuse utérine. Toujours, on va considérer un cycle de 28 jours. Donc, pendant les 5 premiers jours du cycle, la muqueuse utérine est partiellement détruite au cours d'une phase qu'on appelle la phase menstruelle. À partir du 5e jour, la muqueuse utérine s'épaissit et se reconstitue au cours d'une phase post-menstruelle et dans la deuxième partie du cycle, au cours d'une phase dite phase prémenstruelle, l'épaississement de la muqueuse utérine se poursuit. Donc la phase menstruelle, la phase post-menstruelle et la phase prémenstruelle constituent le cycle utérin.
le cycle ovarien se fait en même temps que le cycle utérin. Donc, on va s'intéresser encore de plus près aux modifications qui parviennent au niveau de l'endomètre ou de la muqueuse utérine. Toujours, on considère un cycle de 28 jours. Et on va décrire les modifications anatomiques de la muqueuse utérine au cours d'un cycle menstruel. En fait, du premier jour jusqu'à le 5e jour du cycle, on constate une destruction partielle de l'endomètre, à peu près les 4/5. La section des capillaires sanguins provoque un écoulement du sang. Les cellules de l'endomètre non irriguées du sang sont éliminées progressivement. Et vers le 5e jour du cycle, l'épaisseur de l'endomètre est de 1 mm. On parle donc d'une phase de menstruation. Du 5e jour jusqu'au 14e jour du cycle, on assiste à un épaississement de l'endomètre et l'épaisseur passe de 1 mm à 3 mm. Donc cet épaississement en fait se fait à partir de la multiplication des cellules souches basales de l'endomètre. Au cours de cette phase, dite aussi phase de prolifération, on assiste à la formation de glandes en tube et la reconstitution de la vascularisation. Du 14e jour jusqu'à le 28e jour du cycle, l'épaississement de l'endomètre est maximal et l'épaisseur atteint son maximum entre 5 à 7 mm. Les glandes en tube deviennent plus profondes et ramifiées. Les capillaires sanguins se spiralisent. Les glandes en tube deviennent sinueuses, donnant à l'endomètre un aspect d'une dentelle, d'où le nom de la dentelle utérine. Les glandes en tube sécrètent un mucus riche en glycogène, d'où le nom de cette phase, la phase sécrétrice. Le devenir de l'endomètre dépend toujours de la réalisation ou non de la fécondation. S'il y a fécondation, le cycle menstruel s'arrête. S'il n'y a pas fécondation, un nouveau cycle démarre et qui débute par les menstruations. Donc sur ce document, je vous montre d'autres coupes de l'utérus. Ce sont des coupes transversales à différentes périodes du cycle utérin. Donc je commence tout d'abord par la première section ou la première coupe transversale qui nous montre un utérus en début du cycle. Cette coupe nous montre la lumière utérine entourée par la muqueuse utérine ou l'endomètre et le myomètre qui est externe. Pendant la phase post-menstruelle, on a toujours les trois parties, mais la muqueuse utérine s'épaissit davantage. Pendant la phase prémenstruelle, toujours on a la cavité utérine, une muqueuse sous forme de dentelle utérine et le myomètre. Vous êtes demandé de comparer la muqueuse utérine au début et à la fin du cycle. Donc l'observation microscopique de la muqueuse utérine à gauche en début du cycle et à votre droite en fin du cycle montre qu'en début du cycle, la muqueuse
est compacte et moins épaisse, alors qu'en fin de cycle, la muqueuse est épaisse sous forme de dentelle utérine. On va agrandir une portion de la dentelle utérine. Donc l'agrandissement nous montre une portion de la dentelle utérine et ça nous montre de nombreuses glandes. Chaque glande est limitée par des cellules sécrétrices de mucus. En fait, dans la dentelle utérine, il existe de nombreuses glandes. Ce sont des tubes constitués de cellules sécrétant du mucus et du glycogène. Donc cette sécrétion est déversée dans la lumière de l'utérus et a un rôle nourricier. Tout à l'heure, je vous ai dit que le cycle utérin et le cycle ovarien se font en même temps. Donc nous allons explorer dans ce qui suit la relation entre l'ovaire et l'utérus. Partant de cette constatation, les cycles utérins et ovariens se produisent de manière synchrone, c'est-à-dire en même temps. Cela implique une relation entre les ovaires et l'utérus. La consigne, formuler deux hypothèses en rapport avec la nature de cette relation. Je vous propose donc deux hypothèses. La première hypothèse, les ovaires contrôlent l'activité cyclique de l'utérus. Et la deuxième hypothèse, l'utérus contrôle l'activité cyclique des ovaires. Donc pour vérifier des hypothèses, on a besoin d'arguments. Et dans ce cas, les arguments, on va les retrouver dans des expériences. Pour tester ces hypothèses, on réalise les expériences suivantes sur des animaux. Il vous est demandé d'analyser les résultats de ces expériences en vue de vérifier la validité de l'hypothèse 1 et 2. Donc, chez une souris témoin, les deux ovaires sont en place. Donc, le développement de l'utérus et le fonctionnement cyclique de l'utérus sont normaux. Chez une deuxième souris, chez qui on a pratiqué une ovarioctomie bilatérale, c'est-à-dire l'ablation des deux ovaires, on constate qu'il y a arrêt du cycle utérin et atrophie de l'utérus. On en déduit donc que les ovaires contrôlent le développement de l'utérus ainsi que son fonctionnement cyclique. Chez une troisième souris, et suite à l'ablation de l'utérus, le cycle ovarien reste normal. On en déduit donc que l'utérus ne contrôle pas le développement des ovaires et son fonctionnement cyclique. Ainsi, l'hypothèse 1 est validée. Les ovaires contrôlent l'activité cyclique de l'utérus. Nous gardons toujours notre souris témoin, chez qui le développement de l'utérus est normal et le fonctionnement de l'utérus est cyclique. Chez une quatrième souris, on pratique une ovariectomie et on greffe un fragment d'ovaire. Cela provoque un développement normal et cyclique de la muqueuse utérine. On en déduit donc que les ovaires contrôlent le développement de l'utérus et son fonctionnement cyclique à distance par voie sanguine. La dernière expérience,
on pratique toujours l'ovariectomie, puis on injecte des extraits ovariens à des doses convenables selon un protocole bien défini. L'injection de l'extrait ovarien provoque le développement normal et le fonctionnement cyclique de la muqueuse utérine. Donc les ovaires contrôlent le développement et l'activité cyclique de l'utérus par voie sanguine à travers des hormones. En conclusion, les ovaires contrôlent l'activité cyclique de l'utérus par voie sanguine et, comme je vous ai dit, à travers des hormones. Ainsi, les extraits ovariens injectés à la souris contiennent deux types d'hormones, les oestrogènes et la progestérone. La principale hormone oestrogène est l'ostradiol. Et sur ce document, je vous montre la sécrétion de ces deux hormones ovariennes, en vert les oestrogènes et en bleu la progestérone. Vous êtes demandé d'analyser les courbes de variation du taux plasmatique des hormones ovariennes. En fait, les oestrogènes présentent un taux sanguin faible en début de cycle, voisinant les 50 picogrammes par millilitre. Puis ce taux augmente progressivement et présente deux pics. Un premier pic 12 heures avant l'ovulation d'une valeur de 300 picogrammes par millilitre, le deuxième pic au 21e jour du cycle d'une valeur de 150 picogrammes par millilitre. Donc là, je vous montre ces variations et les deux pics d'oestrogène. Donc pour la progestérone, elle est absente pendant la phase préovulatoire et présente un pic de 25 nanogrammes par millilitre au 21e jour du cycle. On en déduit donc les hormones ovariennes modifient d'une façon cyclique le fonctionnement de l'utérus, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'ovaire et l'utérus fonctionnent d'une façon cyclique synchronisée. Passons à l'activité 3. Il vous est demandé de mettre en relation les variations de taux plasmatique des hormones ovariennes et l'évolution de la muqueuse utérine. Donc le premier document vous montre le cycle des hormones ovariennes et ce deuxième document vous montre le cycle ovarien. Donc en fait, pendant la première partie du cycle, les follicules en évolution sécrètent un taux faible d'ostradiol, puis ce taux augmente et il est sécrété par le follicule mûr. Le follicule rompu se transforme en corps jaune, lequel sécrète l'ostradiol et la progestérone au cours de la phase lutéale. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune régresse, d'où la diminution des hormones ovariennes en fin de cycle. Donc, on va essayer de suivre l'évolution des hormones ovariennes et l'évolution de la muqueuse utérine au cours d'un cycle utérin. Pendant la phase folliculaire, en fait, l'ostradiol se fixe sur les récepteurs de la muqueuse utérine et assure la prolifération et la régénération de celle-ci. Aussi, l'ostradiol de la phase folliculaire sensibilise les cellules de l'endomètre à l'action ultérieure de la progestérone. Pendant la phase lutéale, la progestérone assure le développement de l'endomètre
qui s'accentue et détermine la formation de la dentelle utérine. La progestérone aussi stimule la sécrétion du mucus et du glycogène par les glandes en tube. Ainsi, on va répondre à cette question, expliquer le déterminisme de la menstruation. En fait, la chute des hormones ovariennes en fin de cycle, bien sûr pour un cycle sans fécondation, provoque la destruction partielle de la muqueuse utérine, donc apparition des règles ou des menstruations. Donc récapitulons, vers la fin du cycle, du 21e jour au 28e jour, la régression du corps jaune entraîne la chute des taux d'ostradiol et de progestérone. Ceci provoque la destruction de la dentelle utérine et l'apparition de la menstruation qui marque le début d'un nouveau cycle. Dans l'activité 4, on va explorer d'autres modifications de l'utérus. Au début de cette séance, je vous ai parlé de la glaire cervicale, qui est un mucus sécrété par l'épithélium du col de l'utérus. L'abondance de la glaire et ses propriétés sont en fait variables suivant le moment du cycle sexuel. Donc, je vous montre ce qu'est le col de l'utérus. Donc, c'est cette zone en bleu. Donc, d'une manière schématique, on reconnaît le vagin et l'utérus. Le col de l'utérus est en fait ce canal reliant le vagin à l'utérus. Et au niveau du col de l'utérus, on a dit qu'il y a sécrétion d'une glaire, d'un mucus qu'on a appelé la glaire cervicale. Et sur la photo, vous voyez l'aspect de cette glaire cervicale. Je vous ai dit aussi que l'aspect de la glaire cervicale va changer selon la période du cycle sexuel. Donc, les propriétés relatives à la glaire cervicale, on va parler de l'abondance, le maillage de la glaire cervicale, on va parler de l'affluence, c'est ce qui permet aux spermatozoïdes de se déplacer, et on va parler du pH de la glaire cervicale. Donc, ces 4 propriétés, en fait, changent selon la période du cycle sexuel. Décrivez l'aspect de la glaire cervicale à différentes phases du cycle sexuel chez la femme. Donc là, je vous rappelle la glaire cervicale sécrétée par le col de l'utérus. Et on va voir les changements de la glaire cervicale par rapport à un cycle toujours de 28 jours. En fait, pendant les premiers jours du cycle sexuel et dans la deuxième partie du cycle, ces photos vous montrent l'aspect de la glaire cervicale. Donc cette glaire, pendant ces 2 périodes, elle est en fait peu abondante. Les mailles sont très serrées et vous voyez le spermatozoïde ne peut pas franchir cette glaire puisque les mailles sont serrées. Le pH est acide et l'acidité peut tuer les spermatozoïdes et la fluence est faible. Donc, toutes ces propriétés ne laissent pas les spermatozoïdes se déplacer dans les voies génitales de la femme. Par contre, pendant la période de fécondité, c'est-à-dire entre le 12e et le 17e jour du cycle, la glaire cervicale est très abondante, les mailles sont lâches, le pH
étal canin et la félance est très élevée. Et toutes ces propriétés permettent aux spermatozoïdes de se déplacer dans les voies génitales de la femme. Donc la consigne suivante, mettez en relation les variations des taux plasmatiques des hormones ovariennes avec les différents aspects de la glaire observés le long du cycle. Là, je vous montre le cycle des hormones ovariennes. Et en fait, en début du cycle, le taux faible d'ostradiol et dans la deuxième partie du cycle, donc la progestérone donne une glaire cervicale qui n'est pas favorable au déplacement des spermatozoïdes. Par contre, entre le 12e et le 17e jour, une sécrétion importante d'ostradiol offre aux spermatozoïdes une glaire cervicale favorable à leur déplacement. Donc, dans l'activité 5, je vais vous proposer de voir de plus près l'action des hormones ovariennes. Donc, on suit simultanément l'évolution du taux plasmatique des hormones ovariennes au cours d'un cycle, ainsi que l'évolution des structures ovariennes, celle de l'endomètre et de la température interne du corps. Cette évolution est présentée par les documents suivants. Donc, ce document présente le cycle ovarien, puis le cycle des hormones sexuelles et le troisième document, le cycle utérin ou de la muqueuse utérine. Donc la consigne, mettez en relation la variation du taux plasmatique des hormones ovariennes et l'évolution des structures ovariennes et de la muqueuse utérine. Que peut-on déduire? En fait, on a dit les follicules tertiaires en début du cycle sécrètent un taux faible d'ostradiol. Ce taux augmente progressivement puisqu'il est sécrété par le follicule mûr. Après l'ovulation et dans la deuxième partie du cycle, la formation de corps jaunes assure la sécrétion d'ostradiol et de progestérone. Le taux important d'ostradiol pendant la phase préovulatoire assure la prolifération de l'endomètre. Donc l'ostradiol et surtout la progestérone pendant la phase post-ovulatoire assure la formation de la dentelle utérine. Un troisième document qui nous montre les contractions du myomètre au cours d'un cycle sexuel. Donc, la photo A, ou le schéma A, nous montre la variation des contractions du myomètre pendant la période pré-ovulatoire, avant l'ovulation. Donc, le document B nous présente les contractions du myomètre pendant la phase post-ovulatoire. Ce qui permet de dire du premier jour au 14e jour, le myomètre se contracte rythmiquement. Et vous voyez, il se contracte, s'arrête et reprend ses contractions. Du 14e jour au 28e jour du cycle, c'est-à-dire pendant la phase lutéale, les contractions sont arrêtées et cet arrêt, on va l'appeler le silence utérin, qui favorise la nidation. C'est-à-dire, s'il y a eu fécondation, certainement le fœtus a besoin d'un milieu calme pour s'implanter dans l'utérus, d'où l'arrêt des contractions du myomètre. Donc ce document nous montre la variation de l'aspect de la glaire cervicale au cours d'un cycle. Donc à remarquer, pendant la période de fécondité, c'est-à-dire
aux alentours du 14e jour, comme vous voyez sur le document, la glaire cervicale devient favorable au déplacement des spermatozoïdes. Donc, l'affluence devient élevée, les mailles sont lâches et le pH est basique. Par contre, en début du cycle et en fin de cycle, la qualité ou l'aspect de la glaire ne permet pas le déplacement des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Donc en fait, du premier au deuxième jour du cycle, le maillage très serré plus pH acide. Donc les spermatozoïdes sont arrêtés. Du 13e au 17e jour du cycle, c'est la période de l'ovulation, le maillage est très lâche, pH basique et les spermatozoïdes passent facilement. À partir du 18e jour du cycle, le maillage très serré, le pH devient acide, les spermatozoïdes sont arrêtés de nouveau. Un nouveau document qui nous montre la variation de la température de la femme au cours d'un cycle sexuel. Cette température est aux alentours de 36,5 degrés pendant la phase pré-ovulatoire et pendant la phase post-ovulatoire, il y a une légère augmentation de cette température qui avoisine les 37,5 degrés. Donc si on fait le lien, vous voyez, l'augmentation de la température coïncide avec la sécrétion de la progestérone. Donc, quelle peut être la cause de l'augmentation de la température interne du corps lors de l'ovulation? Donc, sous l'effet de la progestérone, il y a cette hyperthermie, cette légère hyperthermie qui peut être un indice et ça va permettre de dire que l'ovulation a eu lieu. Dégageons maintenant le rôle des hormones ovariennes. On a dit le follicule mûr sécrète de l'ostradiol qui agit sur l'endomètre, assurant l'augmentation de son épaisseur pendant la phase de prolifération du cycle utérin. Cet ostradiol agit sur le myomètre et assure sa contraction rythmique. L'ostradiol agit aussi sur la glaire cervicale pour la rendre abondante et filante. Suite à l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune, lequel sécrète l'ostradiol et la progestérone. Notez bien, l'action de la progestérone sur les organes cibles n'est efficace que si ces derniers ont été sensibilisés par les oestrogènes. Donc la progestérone agit sur l'endomètre, permettant la formation de la dentelle utérine. Elle agit sur le myomètre pour donner le silence utérin et agit sur la glaire cervicale pour la rendre peu abondante et peu filante. Et on a dit tout à l'heure, la progestérone est responsable de la légère hyperthermie au cours de la phase lutéale. Donc le premier item, chez une femme à cycle sexuel régulier de 32 jours, la phase folliculaire dure 16 jours, 17 jours, 18 jours, 19 jours. Donc je réponds et je valide. Donc la phase folliculaire dure 18 jours. Parmi les effets physiologiques rapportés dans la liste suivante, quels sont ceux qui sont déclenchés
par la sécrétion d'ostradiol chez la femme. Développement des caractères sexuels féminins à la puberté, déclenchement direct de l'ovulation, déclenchement de la menstruation, croissance de l'endomètre. Donc, et je valide mes réponses. Donc, je passe à l'item suivant. Les courbes traduisant l'évolution du taux plasmatique des hormones ovariennes, comme le montre le graphe ci-contre, permet de déduire que la femme est à cycle sexuel normal, ovariectomisée, enceinte, ménopausée. Donc, et ménopausée, et je valide mes réponses. La progestérone n'est efficace sur les organes cibles que si ces derniers ont été sensibilisés par les oestrogènes. Agit sur les organes cibles durant toutes les phases du cycle sexuel. Est présente durant tout le cycle sexuel. N'apparaît qu'après l'ovulation. Donc, je choisis les réponses et je valide. On passe donc à un autre exercice d'évaluation formative. Donc la consigne, faites correspondre à chaque photo la fonction correspondante. Les photos, j'agrandis un peu. Là, ça nous montre le cycle des hormones sexuelles. La deuxième photo est un follicule mûr. La troisième photo est un follicule tertiaire ou cavitaire. La quatrième photo correspond à un endomètre pendant la phase prémenstruelle ou la phase lutéale, puisqu'on voit la dentelle utérine. Et la cinquième photo nous montre l'aspect de la glaire cervicale. Et ça nous montre une glaire cervicale à maillage lâche. La deuxième liste, phase lutéale, favorise le passage des spermatozoïdes, début du cycle ovarien, sécrétion abondante d'hormones ovariennes, sécrétion cyclique. Donc en fait, je commence par la dernière, la sécrétion cyclique. Je vais la relier avec hormones ovariennes. Favorise le passage des spermatozoïdes. Et là, on parle de l'aspect d'une glaire cervicale à maillage lâche qui permet le passage des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Donc, début du cycle ovarien, je vais l'allier avec follicule tertiaire ou cavitaire, puisque le cycle ovarien chez la femme commence par le stade follicule tertiaire, puisque ces follicules tertiaires ont commencé leur évolution 3 cycles auparavant. Donc, sécrétion abondante d'hormones ovariennes. Je vais l'allier avec le follicule mûr. Et enfin, l'endomètre sinueux pendant la phase lutéale. Et je passe à un autre exercice d'évaluation. Je vous lis l'énoncé donc. On se propose d'étudier le synchronisme au niveau du fonctionnement des ovaires et de l'utérus. Pour cela, on réalise 2 expériences chez un guénon, dont le cycle sexuel est comparable à celui
de la femme. Le document 1 résume les expériences réalisées et les résultats obtenus. Voilà le document qui résume ces expériences. Donc, dans l'expérience 1, première étape, ovaryectomie bilatérale suivie d'injections répétées et régulières d'extraits ovariens. Résultat, absence de menstruation. La deuxième étape de l'expérience 1, arrêt des injections, apparition des menstruations. La deuxième expérience, la première étape de la deuxième expérience, ovaryectomie bilatérale suivie d'injections d'ostradiol et de progestérone. Résultat, absence de menstruation. La deuxième étape de l'expérience 2, injection de progestérone seule, absence de menstruation comme résultat. Et la troisième étape de l'expérience 2, arrêt de l'injection d'ostradiol et de progestérone. Résultat, apparition des menstruations. La première question, analyser ces expériences en vue de déduire le rôle des hormones ovariennes. Donc la réponse, tant que les hormones ovariennes sont présentes à des taux précis, la menstruation ne survient pas. La privation de l'organisme de l'aguénon de ces hormones agit sur l'endomètre et provoque donc sa destruction, d'où la menstruation observée. Les substances actives dans l'extrait ovarien sont deux hormones, l'ostradiol et la progestérone. La présence de ces deux hormones dans le sang de l'animal permet le maintien de la muqueuse utérine, donc absence de menstruation. La progestérone seule assure le maintien de la muqueuse utérine. Et enfin, la survenue de la menstruation est en lien avec la privation de l'endomètre des deux hormones ovariennes. La deuxième question, le document 2 représente deux coupes transversales de deux états différents de l'utérus d'une guénon. État A et état B. Question θ, légender le document 2. Donc, les flèches d'en haut nous montrent l'endomètre. La flèche au milieu, en 2, ça nous montre la cavité utérine. Et la troisième flèche nous montre le myomètre. Puis, identifier les phases du cycle sexuel correspondant aux figures A et B de document 2. En fait, l'état A correspond à la phase post-menstruelle, présence d'un endomètre peu développé. Par contre, l'état B correspond à la phase prémenstruelle, présence d'un endomètre plus développé ayant l'aspect d'une dentelle utérine. La troisième question, le document 3 représente un cycle sexuel chez une guénon du 4 janvier au 2 février. Donc la consigne, reproduisez le document 3 et complétez en représentant l'évolution des structures ovariennes et des hormones ovariennes. Et en petit b, placez sur le même document les états A et B de l'utérus représentés dans le document 2. Donc là, j'ai superposé avec ce calendrier le cycle ovarien, le cycle des hormones ovariennes et le cycle de l'endomètre. Donc on a dit que les follicules sécrètent dans la phase pré-ovulatoire de l'ostradiol et dans la deuxième partie du cycle, le corps jaune sécrète ostradiol et progestérone.
Donc, l'ostradiol de la phase préovulatoire assure la prolifération de l'endomètre et la progestérone assure la formation de la dentelle utérine. Donc là, je place l'état A et l'état B. Donc l'état A correspond en fait à une coupe de l'endomètre pendant la phase de prolifération et la coupe B correspond à un endomètre au cours de la phase sécrétoire, c'est-à-dire pendant la phase lutéale. Ainsi s'achève notre séquence d'apprentissage pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.